Introduction à la première édition, 1921. Margaritas ante porcos. La Révolution française est la dernière étape du mouvement qui inaugura la Renaissance. Elle est marquée par la réforme de métaphysique sociale et de moralité, mais destinée sans doute, dans les profondeurs des instincts, à définir l'individu. C'est l'acte violent qui renverse la dernière résistance opposée par la monarchie à l'enquête ébauchée, 5 siècles avant, par les maçons des communes françaises et définitivement ouverte par les artistes italiens. Les corporations étant brisées, le droit d'association frappé, l'égalité théoriquement conquise des droits civils et de l'impôt, l'analyse sociale s'effectue. L'analyse philosophique de Kant, apportant une conclusion rigoureuse à l'effort de Descartes, de Spinoza, de Bayle, de Montesquieu, de Leibniz, des sensualistes anglais, de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, comme à la tragédie psychologique vécue par Montaigne, par Cervantes, par Shakespeare, par Pascal, l'avait rendue nécessaire. L'analyse scientifique la suivra fatalement, puisqu'il n'est plus aucun obstacle politique entre l'intelligence et l'expérience où l'homme, un siècle durant, va poursuivre l'absolu. Si elle ne le mène qu'au relatif, c'est qu'il est trop pressé peut-être, ou qu'il cherchait ce relatif pour se refaire une mystique en libérant son intuition. Il n'importe. La possibilité d'effectuer, par l'enquête sociale, parmi les hommes et par l'enquête scientifique, parmi les faits et les idées, une sélection nouvelle justifie la révolution. On la combat, de nos jours, au nom des valeurs aristocratiques et religieuses qui ont fait 20 siècles d'histoire. Épuisées par leur force même, ces valeurs étaient en poussière. Elle n'eut qu'à souffler dessus. Ses erreurs, ses puérilités, ses insuffisances, sa haine aveugle pour ce qu'elle avait à abattre, n'en diminuent pas l'importance. En France et hors de France, l'individu lâché par elle, dans la pleine liberté de la sensation et de la recherche, a presque conquis son milieu physique et, refluant de toute sa puissance dans le domaine inexploré de l'orgueil intellectuel, il a donné à l'avenir le poème de cet orgueil. De Carlyle à Ibsen, de Stendhal à Emerson, de Schopenhauer à Nietzsche, une race nouvelle de prophètes est apparue, sommant les hommes de les suivre ou de périr. Ainsi, la Révolution, qui les avait arrachés au vieux panthéisme social ébranlé par la Renaissance, préparait des rythmes nouveaux. Tout en sort depuis un siècle, même le réalisme allemand, beaucoup plus près peut-être des forces libérées par elle, que tant de doctrines inorganiques qui vivotent tant bien que mal sur les mots hâtivement forgés où son action s'est appuyée. Les poèmes de l'individualisme referont le monde social. Quand l'individu est si fort qu'il tente à tout absorber, c'est qu'il a besoin d'être absorbé lui-même, de se fondre et de disparaître dans la multitude et l'univers. La peinture française, depuis 100 ans, a rempli la même tâche. Elle est méconnue, encore, surtout par les Français. Elle est un des miracles de l'histoire, comparable au plus surprenant. Elle a produit 10 hommes de génie, plus que le grand siècle hollandais ou flamand ou espagnol, autant que les grands siècles italiens. Elle est apparue précisément au lendemain de l'expansion révolutionnaire sur l'Europe, offrant aux âmes silencieuses la force de libération qu'apportait l'élan des armées républicaines aux appétits légitimes des peuples et aux idées de leurs pasteurs. C'est grâce à cet élan qu'elle est venue en France, et non ailleurs, comme c'est grâce à la lutte de l'Allemagne pour se reconquérir contre Napoléon que la grande musique allemande, par Richard Wagner, a fermé son cycle héroïque. L'explosion sentimentale, longtemps refoulée, a la couleur pour expression. L'Europe conquise, l'Orient entrevu, entrent en tumulte dans l'émotion sensuelle des Français. Le rêve romantique et le réalisme classique se heurtent et se mêlent en France, où l'Italie et l'Allemagne se rencontrent pour la 3e fois. Et c'est ici que la Renaissance du Sud et la Renaissance du Nord se confrontent pour affirmer un accord définitif. Cet accord que consacre la peinture française, c'est l'éternelle destinée de la France d'équilibrer dans une divine mesure la vie diffuse du Nord et l'intelligence du Sud. Rubens l'avait réalisé 1 heure. Par lui, l'esprit de Michel-Ange rejoignait l'humanité de Rembrandt pour définir, dans l'œuvre la plus instinctive, la plus spontanée, la plus animale, mais aussi la plus permanente de la peinture par son indifférence à tout ce qui n'est pas l'objet et le mouvement, la mission européenne dans sa profonde unité. Sous peine de mort,
le Nord et l'Europe devaient accepter de s'assimiler la pensée méditerranéenne, comme la pensée méditerranéenne, pour se survivre, devait charger son arabesque de la marée de sensations directes, de musique, de rêverie et de mystères que l'âme du Nord apportait. Nous vivons de notre ingénuité première, mais quand les mouvements d'idées naissent autour de nous et nous encerclent peu à peu, comme de grandes eaux autour du Nil, si notre ingénuité refuse d'y puiser l'aliment qui la refera, une affreuse aridité succède à l'éruption des fruits qui la rendaient si savoureuse. Ce qui tue, ce n'est pas d'apprendre, c'est de ne pas sentir ce qu'on apprend. L'innocence est immortelle chez qui cherche toujours. Elle renaît de ses cendres, et le pressentiment nouveau n'apparaît que quand l'expérience et l'étude ont détruit ou confirmé le pressentiment ancien. Le Nord et le Sud s'étaient, depuis les invasions barbares, influencés réciproquement sans arrêt, mais jamais, jusqu'à Rubens, le prophétisme intellectuel n'avait introduit sa ligne continue dans le torrent indistinct des couleurs et des matières, pour infliger à l'image du monde, par la puissance d'un seul homme, la forme une et vivante de l'esprit européen. C'était l'étape décisive après la mission de Montaigne, les épousailles formidables du lyrisme et de la volonté, recréant un monde imaginaire sur les ruines de la métaphysique chrétienne, sapée par le pessimiste français. L'univers théologique peut crouler de partout. Dans l'âme du grand Européen, de Montaigne et Schopenhauer, bercé sous le flot mouvant de la peinture symphonique, soulevé sur les grandes ailes du poème orchestral, étayé par les hypothèses sublimes de la gravitation et du transformisme, un mythe nouveau se reforme pour l'homme de l'avenir. Vivant au sein d'un monde qui n'a très probablement d'autre fin que l'échange ininterrompu, croissant et chaque jour plus complexe des formes indifférentes de l'énergie et de l'amour, l'homme de l'avenir ne connaîtra pas d'autre paradis dans le ciel et sur la terre que la conquête du besoin d'accroître et d'harmoniser en lui-même son énergie et son amour. C'est du moins le désir obscur que les héros du pessimisme européen expriment, à leur insu, je le veux bien, dans leur philosophie, leur art, leur science depuis 300 ans. Le Prométhée moderne, Don Quichotte, croit à la sainteté de sa mission. Mais Cervantes aime ce fou bien moins pour les fantômes que poursuivent sa générosité et son courage que pour la puissance divine de son illusion. Pourquoi ce mouvement, qui prit naissance dans le sud, s'est-il épanoui dans les régions du nord ? L'Italie, par les Vénitiens, avait écrit le prélude du grand poème symphonique que le Nord allait faire entrer dans la chair et les eaux de l'Europe par Rubens et Sébastien Bach, établir dans son intelligence par Spinoza et Leibniz, émouvoir dans son cœur par Rembrandt et Beethoven, étendre à l'espace et à la durée par Newton et Lamarck, subtiliser dans l'échange passionné des âmes et des sensations par Dostoïevski et les musiciens russes, et enfin diffusé dans la volonté des élites par les pessimistes allemands et dans leur sensibilité par les peintres français, les uns et les autres soulevés d'ivresse lyrique, mais maintenus dans leur puissance intellectuelle par les 2 siècles de discipline et de méthode qui vont de Descartes à Kant. Seulement, cet effort avait épuisé l'Italie, que par surcroît déchirait la France et l'Empire. De plus, la découverte de l'Amérique transportait des mers du sud à l'océan le centre de gravité du globe. Enfin, la Réforme, arrachant les peuples du Nord à la domination spirituelle de l'Église et à la tyrannie politique de l'Espagne, leur avait permis d'explorer leur propre mystère. De fait, il n'y a plus dans le Sud qu'un homme, Velázquez, qui est un miracle et en qui l'on peut voir tour à tour, avec des raisons également valables, un simple virtuose, il est vrai le premier de tous, et le plus rare esprit de la peinture, le roi du silence et de l'air. Mais l'Espagne exceptée, échappant encore pour un demi-siècle à la déchéance du Midi, pour avoir la première ouvert les routes de l'Ouest, toute la vie de l'Europe se concentre en Angleterre, en Flandre, en Hollande, ou se maintient en France, condamné à une sorte d'immortalité spirituelle par sa situation au centre de tous les chemins maritimes et de tous les foyers ethniques qui ont façonné l'Occident, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. Quand Rubens emprunte à Raphaël sa décisive arabesque, le monde sent bien qu'elle égarera ses courbes et amenuisera à l'infini ses lignes dans le vide de l'abstraction, s'il ne lui offre à féconder le ciel brouillé du nord, ses terres grasses, sa végétation puissante, l'éclat liquide et changeant de sa lumière, la nourriture épaisse de ces hommes dont le sang roule ensemble le suc des viandes, la rêverie, la bière, le désir de la femme, la force morale et le brouillard. Ainsi, l'homme puissant s'empare des éléments de la symphonie populaire, brisée par la Renaissance,
pour les élever lentement de ses sens à son cerveau et les refondre dans son cœur, afin de préparer tôt ou tard aux multitudes de nouvelles raisons d'agir. Plus de forme isolée dans l'intelligence du Dieu. Le poème tout entier est dans l'interpénétration de toutes les formes du monde que la peinture, avant tous les autres langages, exprime avec tant de force et d'évidence, et où elle précède de loin les constructions des biologistes et des mathématiciens. Dans chaque organisme nouveau, qu'est une grande œuvre lyrique, il y a désormais plus de richesse sensuelle, plus de richesse intellectuelle et partant, quand meurt le poète, plus d'éléments rendus à la vie générale, plus d'angoisse, plus de désir, plus de mystère, plus d'individus tragiques, plus de complexes devenirs. À mesure que le cœur se fragmente et baisse dans les multitudes, qu'il s'enfle et monte dans le héros, la solitude du héros s'accroît de l'indifférence ou de l'hostilité des multitudes. Mais son action occulte s'élargit. Au Moyen-Âge, l'artiste était un ouvrier, perdu dans la foule ouvrière, aimant du même amour. Plus tard, sous la Renaissance, un aristocrate d'esprit, allant presque de pair avec l'aristocrate né. Plus tard encore, un manœuvre savant accaparé par l'autocratie victorieuse. Et plus tard, quand l'autocratie achève d'écraser sous ses ruines l'aristocratie, quand l'ouvrier est séparé de l'ouvrier par la mort des corporations, l'artiste se perd dans la foule, qui l'ignore ou le méconnaît. Qui dira le martyre de celui qui maintient l'amour et que l'amour fuit ou repousse? Il n'y a dans la démocratie qu'un aristocrate, l'artiste. C'est pourquoi elle le hait. C'est pourquoi elle divinise l'esclave qui fait partie d'elle, celui qui ne sait plus sa tâche, qui n'aime plus, qui connaît l'art de tout repos convenant aux classes cultivées, et consent à régner sur les esclaves, un palmarès à la main. Même illustre, même haï, même traîné tous les jours sur la clé par la tourbe des salons, des amateurs et des critiques, même introduit de force dans le bagne des académies et des écoles, l'artiste est seul. David déteste l'école en fait son Dieu. Pour le troupeau bêlant des élèves de David, Delacroix, célèbre à 20 ans, est un loup. Ingres, qui méprise Rome et l'Institut, dirige l'école de Rome et préside l'Institut. On les oppose l'un à l'autre au nom de théories et de systèmes qu'ils détestent tous les deux. Baudelaire, Daumier, Flaubert sont traînés à la cour d'assises. D'ailleurs Daumier, en qui fusionnent la flamme de Rembrandt et la force de Michel-Ange, n'est qu'un amuseur appointé. Manet est l'ennemi du peuple. On chasse des feuilles publiques Zola, qui le défend. On hue les impressionnistes parce qu'ils ignorent le dessin, plus tard on vote leur dessin pour conspuer leurs héritiers. Ceux qui vivent maigrement des miettes de leur table les déclarent incomplets. On rit de la construction de Cézanne, qui retrouve la construction. On raille la couleur et l'enflure de Renoir, qui retrouve la solidité du volume et le lyrisme de la couleur. Ne sont-ils pas aussi seuls que Rembrandt, crevant de misère, ou Velázquez, valet de cour, ou Watteau, recueilli phthisique par un charitable ami? Ô peinture, art sublime, le plus haut, le plus subtil, le plus sensuel, mais en même temps le plus intellectuel de tous, ode, danse, musique, transposée dans le monde objectif, aussi loin d'une âme moyenne que l'algèbre transcendantale d'une éducation primaire, l'amateur de feuilleton, le champion de domino, le rond de cuir, le chambellan et les lecteurs te jugent. On te prime comme un bœuf gras, ô perle où joue toute la mer et l'immense ciel dramatique, et la tragédie éternelle du mouvement et de la couleur, et les frissons les plus fiers et les plus mystérieux de l'âme, les ports décident de ton sort. C'est bien, ta solitude est si peuplée, tu le sais. Il n'est pas dans le monde un son, un ton, un geste, une forme, un rayon, une ombre qui soit seule. Tous s'écoutent et se répondent, entrent les uns dans les autres par des passages secrets, et quand, de leur correspondance, de leur reflet mutuel, de leur direction unanime et joyeuse vers un invisible foyer naît l'harmonie, elle livre au solitaire l'universel. Un siècle tout entier, tendu vers la recherche scientifique, n'a pas peu contribué à établir entre ce solitaire et la masse de plus en plus inapte à sentir le langage des formes, un malentendu grandissant. Le savant évinçait tous les jours un peu plus l'artiste de la place qu'il occupait depuis la Renaissance dans le respect des hommes de son temps. Et les hommes sont beaucoup plus attentifs aux résultats humanitaires ou pratiques obtenus par les chercheurs qu'à la qualité intrinsèque de leur travail. Ils élèvent des autels au dernier inventeur de vaccins ou de poils, ils ignorent celui qui vient changer l'équilibre des âmes pour un siècle ou pour 1000 ans. C'est dans l'ordre
et le mythe d'Hercule est bien plus connu de la foule que le mythe de Prométhée. Il est dans l'ordre aussi que la foule préfère ceux qui ne sont que la monnaie d'Hercule aux démiurges moins accessibles qui lui proposent les plus grandioses hypothèses imaginées depuis les penseurs hindous ou chaldéens et enferment la course des étoiles en des formules algébriques ou captent la vie à ses sources pour la conduire, d'étape en étape, de l'argile primitive à l'intelligence du Dieu. Elle ignore que ces hypothèses ont sur l'orientation pratique de la science un formidable pouvoir. Elles ignorent que la science pure n'est qu'un système analytique destiné précisément à vérifier ces hypothèses et à tirer de leur action des résultats positifs. Elles ignorent, plus complètement, que ces hypothèses sont d'ordre esthétique au fond, qu'elles donnent des certitudes où la science pure n'atteint pas. Elles ignorent que ces hypothèses ont ceci de commun avec les grandes généralisations artistiques, que tout en nous apportant l'ivresse de la certitude, elles sont indémontrables par l'expérimentation. Comment dès lors la foule comprendrait-elle qu'elles exercent aussi, par une voie plus ignorée, une influence magique sur l'évolution du lyrisme, puisque le sens du lyrisme s'éloigne tous les jours un peu plus d'elle depuis 5 siècles et l'a tout à fait abandonné depuis 100 ans. Comment saisirait-elle, par exemple, que l'art réaliste de la fin du dernier siècle n'est qu'un écho presque direct du matérialisme scientifique, que l'impressionnisme est né de la rencontre fatale de l'extrême individualisme avec les conquêtes les plus positives de l'optique, l'analyse des savants et l'analyse sociale, aboutissant à séparer l'homme de l'homme comme le phénomène objectif du phénomène objectif. Et pourquoi le saurait-elle ? 9 fois sur 10, l'artiste lui-même l'ignore, et cette ignorance est un bienfait. S'il s'en doute, l'abstrait le guide, et le système, il aboutit à confondre la fin avec les moyens et se heurte contre un mur. Le poète est porté à la cime de l'inconscient, il ne conquiert la connaissance que pour mieux obéir au mouvement des flots inconnus qui le bercent et élargir, par la connaissance elle-même, les limites de l'inconscient. Il est possible que Rembrandt ait connu Spinoza, s'il est improbable qu'il ait lu l'Éthique, n'entendant pas le latin. Il est sûr que Latour fréquentait et lisait Voltaire, que Greuze écoutait Diderot, que David avait lu Rousseau, mais il est à peu près certain que le nôtre ignorait la philosophie cartésienne. Et contre Latour, contre Greuze, contre David, le nôtre devait avoir raison. Ainsi, ne cherchant pas à imiter, ressemblait-il plus à Descartes. Il n'y a aucune raison pour que l'artiste, et le plus innocent, le moins cultivé avant tous les autres peut-être, vive en dehors des courants d'instinct qui déterminent la direction particulière des esprits de son temps. Il serait au contraire assez surprenant qu'il n'envisageât pas l'univers et la destinée sous un angle voisin de celui qui guide la pensée et les expériences des savants et des philosophes ses contemporains. La solidarité des besoins engendre la solidarité des idées et des expressions. Je ne crois pas que les savants eux-mêmes, du moins dans l'orientation de la recherche, échappent aux besoins de leur époque. Toutes nos idées portent la trace des événements profonds qui nous environnent et nous touchent, et les harmonies mathématiques elles-mêmes, malgré leur éternité apparente, ne sont peut-être pas beaucoup plus indépendantes du terrain moral où elles prennent l'essor que les grandes constructions sensuelles des peintres ou des musiciens. Les sensibilités d'un même âge sont toutes dirigées vers un même but invisible. Elles saisissent des rapports qu'un autre âge ne saisirait pas. Elles édifient des systèmes qui satisfont les plus obscurs et les plus forts de leurs désirs. C'est ainsi que doit s'entendre l'accord intérieur, spontané, nécessaire de Phidias et de Platon, de Giotto et de Dante, de Rembrandt et de Spinoza, de Lenôtre et de Descartes, d'Auguste Comte et de Courbet. On comprend dès lors que la science, agissant sur l'évolution des esprits et subissant par contre-coup leur influence, semble aboutir de nos jours à des conclusions presque antagonistes de celles où des désirs trop impérieux voulaient l'arrêter, il y a 20 ou 30 ans. De toutes parts, elle se heurte au domaine qui paraissait épuisé de la philosophie et de la mystique et, pénétrant dans ce domaine, en subit l'action à son tour, l'intuition prend sa revanche et cela lui était fatal. Ce qu'on appelait autrefois la raison, et qui fut, il y a 1 ou 2 siècles, entre Descartes et Diderot, un admirable outil individuel d'investigation passionnée, une sorte d'être vivant, était devenu le rationalisme, une religion immobile, indépendante des sens, émancipée du cœur, une lampe dans un sépulcre. Ceux qui créent peu à peu cet antagonisme irréductible entre la méthode et la vie n'avaient pas appris à voir, les soirs d'été, après la pluie,
un de ces soirs verts et purs où les couleurs et les formes semblent cristalliser en elles tout ce qui reste du jour, un parterre de géraniums saigné dans un jardin géométrique dont les murailles de verdure, taillées par la volonté, tremblent comme la surface de l'eau. Il ne connaissait pas le sens de l'arabesque italienne, induisant dans la vie sa ligne fulgurante que Rubens chargeait à son tour de tout le poids de sang et de matière qu'elle put porter sans fléchir. Il n'avait jamais regardé la frise des apsaras dans le corps, danse et musique, mouvement sensuel de l'univers même soumis à un rythme mathématique par un miracle de l'esprit. Ce sont probablement les mêmes qui se saisissent maintenant de l'intuition réhabilitée pour l'introniser dans une région extérieure à l'intelligence, et par là la condamnent à mort. L'homme ne peut garder son équilibre. Il faut qu'il se sépare en deux et se jette tantôt vers l'un des pôles de son âme, tantôt vers l'autre. Celui qui ne croit qu'à la science est comme un musicien d'orchestre qui s'imaginerait que la symphonie tout entière réside dans le mécanisme même de son instrument. Celui qui ne croit qu'à l'intuition est comme un musicien d'orchestre qui s'imaginerait que la symphonie continue quand tous les exécutants brisent leurs cordes et leurs archets. L'homme ne peut s'avouer à lui-même que l'intuition n'est qu'une flamme jaillissant au point de contact d'une infinité d'analyses antérieures et de raisonnements accumulés, et délivrant l'homme de la critique par la faculté qu'elle a, dans l'action, dans l'art, dans la science, de généraliser et de choisir. Le rôle du héros européen depuis 5 siècles a précisément consisté à maintenir en lui l'accord de l'intelligence et du cœur pour assurer l'accès de l'individu raisonnable à l'un de ces instants de certitude dont le peuple s'empare pour épuiser la crise d'amour qui, une fois tous les 1000 ans, peut-être, le fait penser et agir comme un seul et même héros. Même au XVIIIe siècle français, où Diderot presse le mouvement sourd qui dépasse toujours le prétendu progrès moral et qui enfante sans arrêt des forces nouvelles contre qui le prétendu progrès moral ne cesse de lutter, et où Lamarck recueille dans la différenciation rationnelle des organismes mêmes les éléments de la symphonie biologique qu'il propose à l'avenir. Toutes les conquêtes de la raison, ces connaissances entassées, participent à la réflexion d'un instinct. Le sophiste Platon était au seuil des avenues innombrables qui conduisaient à cette poussée nouvelle du génie populaire qu'on appela le christianisme. Et Platon était parti du génie populaire hellénique parvenu à maturité. Le sentiment, point de départ de la raison, est aussi son point d'arrivée, et la conquête du conscient ramène à une inconscience féconde où les grands peuples, comme les grands individus, créent spontanément dans leur âge mûr des idées et des images, comme ils créaient sans effort des enfants dans leur jeunesse. C'est pour obéir au commandement de la vie que la raison aboutit, non par lâcheté mais par courage, à un mysticisme nouveau. La science pure a beau avancer, elle refoule le mystère, elle ne le détruit pas. Le seuil du mystère franchi, l'art reprend tout son domaine. Le monde moderne est si complexe, si incertain dans ses directions, si divers dans ses éléments, le terrain social si bouleversé, les destins de l'Europe rendus si précaires par la plus grande guerre de l'histoire, un tel tourbillon de conflits d'intérêts et d'idées l'emporte que ses lendemains sont obscurs. Cependant, les besoins de la foule européenne restent ce qu'ils étaient. Quand des peuples entiers participent à la guerre, avant-hier encore jeu et moyen des aristocraties, la guerre a plus d'action sur leur commun devenir. La guerre elle-même n'est-elle pas un phénomène extérieur à la conscience, une crise biologique terrible où l'individu disparaît, où seul éclatent ces puissances aveugles de vie collective destinées à briser ou à renouveler de fond en comble les facultés d'énergie et d'amour qui y participent? Comme l'intelligence était dépassée par la vie, la conscience morale est débordée par la guerre. Dans le vent des pampres secoués, sous la pluie tourbillonnante des grappes et des fleurs, l'ivresse dionysiaque bondit au son des crotales, des rires, des râles d'amour. Mais les griffes des panthères déchirent les membres nus. La mort et la résurrection tournent dans la bacchanale. Si l'âme européenne n'est pas anéantie, les hommes d'Europe bâtiront. Le XIXe siècle, surtout en France, est une cathédrale diffuse. Il s'agit de l'édifier. Le néant de l'architecture, depuis 100 ans, est très significatif. Le règne de l'individu entraîne la chute du monument. Nous avons vu cela bien souvent dans l'histoire. Après l'Égypte, après la Grèce légendaire, et quand le Japon s'est émancipé de la Chine, et quand la Renaissance a fait descendre des églises leurs vitraux pour les broyer sur la toile, leurs statues pour en orner les avenues et les jardins. Si le règne de l'individu aboutit à le rendre à la multitude,
parce qu'il devient lui-même trop peuplé pour se contenir, l'architecture, œuvre des foules anonymes, renaîtra, et la peinture et la sculpture rentreront dans le monument. L'art d'aujourd'hui obéit tout entier, même dans ses formes les plus passagères, à un besoin obscur de subordination à quelque tâche collective encore inconnue, qui lui suggère à son insu, et aussi confus et divers qu'il soit en apparence, la direction de ses lignes et la qualité de ses tons. Où allons-nous ? Où l'esprit de vie le voudra.